Ok, donc on va donc démarrer sur la présentation du guide Atosti. Daniel, je reprends la présentation qu'on avait faite pour la Excellent. dernière fois. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez passer le vidéo avant de commencer ou bien? ah oui, il y avait la vidéo. Excuse-moi, Cécile. Je voulais pas te couper. Non, mais vas-y, je t'en prie, On vas-y, y va? vas-y. Ok, donc pour présenter le guide, mais aussi l'ensemble de la démarche, on a travaillé, le service communication a travaillé sur une vidéo de présentation, vous le verrez, qui fait intervenir plusieurs parties prenantes. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous la présente maintenant et ça vous permettra de faire une petite introduction à ce webinaire. Alors, hop, c'est parti. Cécile, il n'y a pas de son, c'est normal? Ouais, j'entends. Vous n'avez pas le son sur la vidéo? Non, Et là, vous m'entendez pourtant? non. Si, moi Si, je si, on t'entends. t'entend. Si, on t'entend. Vous m'entendez moi, mais vous n'entendez pas la vidéo. Non. Non, c'est ça. Euh, alors, je ne sais pas à quoi c'est dû parce que je l'ai déjà fait, j'ai pas eu ce problème-là. Je suis désolée. Bah, Euh, écoute, sinon, c'est pas grave, on continue avec le sous-titrage, ça permet de vivre une expérience. ouais, je suis désolée, franchement, je suis en train de regarder dans les paramètres, mais je vois pas trop comment. Attendez, hein, je jette juste un œil quand même aux paramètres. Oui. À moins que tu commandes, Cécile. Tu pourrais commenter tout le long de la vidéo. Je peux faire un commentaire en live, sinon. Et voilà. Alors, attendez, je regarde juste mon audio. Utiliser un appareil audio distinct, hein. Enfin, non, je suis désolée, je vois pas. Normalement, ça devrait fonctionner parce que j'ai un bon test micro et qui doit normalement renvoyer directement sur la vidéo si je lance une vidéo. Euh, C'est parce que tu enregistres en fait. Si tu arrêtes l'enregistrement, ouais, peut-être, je vais essayer ça. Attends. Dépêche. donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, qui nous ont rejoints. On vous enverra la vidéo qu'on vient de passer. Elle sera plus fluide et peut-être plus lisible à regarder avec le lien qu'on vous enverra. Mais on voulait vous la transmettre en primeur puisqu'elle sera communiquée à la fois en interne et en externe dans les prochaines heures. On va donc démarrer cette présentation en binôme avec Daniel. Donc, comme je le disais, moi, je vais introduire, vous dire pourquoi on a voulu travailler sur ce guide d'accompagnement à la transformation de l'offre par la transition inclusive. Et Daniel va rentrer dans le concret et dans le contenu de ce guide. Alors, sur la présentation, vous voyez correctement? C'est bon? OK. Alors, je vais mettre en mode chapeau-rama. Voilà, impeccable. Donc, ce projet a été écrit par Daniel, Daniel étant le directeur du Consortium national expertise en inclusion sociale, et puis, vous le savez également, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ça a été soutenu par trois associations. L'association Marie Moreau, qui est située dans les Pays de la Loire à Saint-Nazaire, l'association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing
Et le GAPAS, en tant que maître d'ouvrage, ça veut dire que le GAPAS possède aujourd'hui les droits d'auteur sur ce guide, puisque nous avons été le premier financeur de l'écriture de ce document. Alors, c'était un document qui avait une obligation dès le départ d'avoir une irréprochabilité scientifique, si je puis dire, et qui soit vraiment travaillé à partir d'une abondante littérature scientifique. Vous verrez dans la présentation qu'on a vraiment voulu que ce document parte des faits probants et qui soit surtout fourni d'éléments qui avaient été validés scientifiquement par des experts et des chercheurs. Il y a eu un comité de pilotage qui a été construit à partir des 3 associations membres et d'un comité d'experts qui réunissait à la fois des personnes en situation de handicap, mais également d'autres chercheurs en France, des parents d'enfants en situation de handicap et également des représentants des autorités de tutelle comme des dirigeants de départements qui sont financeurs d'établissements et services. Et évidemment, il y a également une collaboration avec le Conseil québécois d'agrément, puisque du côté du Québec, il y a une publication qui va être faite ou qui est faite, mais qui est pilotée là directement par le Consortium national expertise en inclusion sociale. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment dans le cadre d'une démarche de recherche-action avec une finalité pour nous de produire un guide de positionnement et d'accompagnement. Lorsque j'ai demandé à Daniel il y a 2 ans de travailler sur ce guide, je lui ai demandé vraiment de pouvoir réfléchir sur comment on pouvait permettre à une équipe de direction d'un établissement de démarrer sa transformation d'offre de services. Parce que j'estimais qu'à l'époque, en tout cas à ma connaissance, il n'existait pas d'ouvrage ou d'outils qui permettaient à un directeur de se dire, bon ben voilà, je veux démarrer ma transformation de l'offre, par quoi je démarre? Sur quel concept je m'appuie pour faire comprendre le sens de cette transition inclusive et de ce pourquoi il faut le faire. Avant de travailler sur le comment on le fait, essayer de comprendre pourquoi il faut travailler à cette transformation de l'offre et pourquoi cette transformation de l'offre, elle doit se faire dans une démarche de transition inclusive. Donc, c'est ce qu'on a voulu, c'est un peu la commande que moi j'ai faite à Daniel, c'était dans le cahier des charges de travailler sur ce pourquoi et de le baser sur des éléments scientifiques probants. Donc, ce guide, il propose des actions de soutien et d'accompagnement aux établissements médico-sociaux, puisque l'idée, c'est que derrière les associations et les établissements médico-sociaux en France et plus largement au Québec puissent l'utiliser, et que ce soit également un document, un ouvrage qui documente la démarche d'inclusion sociale avec une volonté de transformer les services actuels. On est bien dans un document qui doit entraîner une transformation des accompagnements. Ce n'est pas simplement un document qui doit amener une auto-évaluation, mais ça doit être un élément déclencheur pour transformer l'offre de service. Peut-être pour parler des écrits, Daniel, je te propose de poursuivre là-dessus, sur la recension des écrits. Oui, tu interviens lorsque tu le souhaites, François. Oui. Donc, par rapport à la commande qui a été fixée, là, dont François nous a entretenu tout à l'heure, donc on a commencé notre recherche en identifiant les descripteurs les plus importants dans le domaine de la transition inclusive. Donc, on s'est dit, on va faire une recension de tous les écrits en français et en anglais qui ont été publiés depuis les 10 dernières années et qui portent sur la transformation de l'offre de service, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de l'habitation, du loisir, scolaire ou autre. Et à ce moment-là, on a pu sortir dès le départ, à partir des descripteurs ou des sous-descripteurs que vous voyez sur votre droite, là, partant de l'inclusion à interdépendance, motivation autonome, etc., et autodétermination, vous allez voir que les concepts vont revenir. Donc, ça nous a permis d'identifier environ 6000 articles qui touchaient de près ou de loin. De ces 6000 articles, on en a retenu quelques-uns. Prochaine diapositive. Donc, vous voyez, on revient sur l'autre.
Voilà. Donc, d'inclusion, ben, on a aussi examiné en même temps handicap, déficience intellectuelle, incapacité, etc. Et aussi autonomie, déplacement, transport. Donc, pour ceux qui ont suivi inclusion, pas inclusion, mais situation de handicap ou processus de production du handicap, ben, vous retrouvez ici l'ensemble des habitudes de vie des personnes, qu'elles soient des enfants ou des adultes. Donc, avec ces descripteurs, ça nous a permis alors d'aller chercher plus finement les articles qui pouvaient nous intéresser. À la prochaine diapositive, donc, ce que vous voyez, donc, ce qu'on a retenu comme étant l'essentiel, parce qu'il y a des redites, il y a des doublons, il y a des bons. Donc, on a retenu 339 articles scientifiques qui ont été répertoriés. Au début, on en avait 329 et donc 339. Ces articles sont disponibles pour ceux qui souhaitent en prendre connaissance pour aller plus loin sur un thème, puisqu'ils ont été enregistrés dans une banque qu'on appelle EndNote, que la plupart des universitaires connaissent et les étudiants, là, au cycle supérieur connaissent, parce que ça permet à la fois d'avoir toutes les données concernant l'article lui-même, de faire un résumé dans la langue qu'on souhaite et de donner des sous-descripteurs qui nous permettent par la suite de faire des recherches qui regroupent les documents que l'on souhaite, consulter en fonction de descripteurs précis. C'est ce qui nous a permis, en fait, de se concentrer, bien sûr, sur certains indicateurs parce que EndNote, la 9e version ici, là, nous aidait à ce travail de synthèse. Mais il a fallu traduire tous les articles, la plupart, je dirais, sur 339, il doit, je dirais, 280 sont en anglais. Donc, il a fallu traduire, adapter, comprendre, discuter donc de ces questions-là. Je n'ai pas été le seul à travailler sur ça. J'ai eu des assistantes de recherche, des collaboratrices, en fait, qui sont des étudiantes qui terminent leur doctorat en psychologie et qui ont l'habitude de travailler de cette manière-là. C'est pour ça que le choix avait été fait. Et ils m'ont assisté pendant presque 8 mois dans ce travail d'analyse-là et de synthèse que l'on retrouve dans Tosti aussi pour chacune des dimensions ou chacun des principes ou chacun des processus. On va le voir plus en détail. Donc, chaque processus, chaque descripteur ou chaque énoncé des sondages qu'on propose sont fondés sur une recherche empirique dans la littérature. Et on a séparé, bien sûr, là, pour donner des valeurs différentes, entre les rapports de recherche, les rapports plutôt théoriques, les recherches fondamentales, les recherches plutôt terrain, etc., pour voir s'il y avait aussi des synthèses qui permettaient de porter un jugement sur certaines recherches pour ne pas prendre pour acquis que parce que c'est publié, c'est bon. Donc, il y a eu cet élagage là, qui a été fait au courant de l'année. Donc, 339 à la fin, au lieu de 329. Et on s'aperçoit qu'à partir des années, je dirais 2013, surtout 2011-2013, donc c'est relativement récent, on retrouve la plupart des articles touchant la transition inclusive et l'inclusion sociale. On remarque sur certaines années, par exemple 2014, qu'il y a eu beaucoup moins de publications cette année-là. Et pourquoi ce graphique? Pour nous, il est important parce qu'il nous indique si le concept est encore intéressant pour les chercheurs ou s'ils ont migré vers d'autres types de concepts qui vont prendre la place, en fait, du concept qu'on est en train de travailler. 2019, faites attention parce qu'on a terminé en 2019, donc l'année n'était pas terminée, bien sûr, et à ce moment-là, on n'avait pas toute la recension des écrits. On va le terminer cette année, là, avant la fin de l'année 2020, pour avoir les statistiques. L'inclusion sociale, ce qu'on a retenu, en fait, ici, ça se définit comme étant un processus d'amélioration. Donc, ce n'est pas une évaluation de type vous passez, vous échouez, c'est plutôt un accompagnement, comme François l'a dit tout à l'heure, des établissements. Ici, on a défini médico-sociaux, mais ça pourrait s'appliquer au domaine scolaire, bien sûr, à des écoles aussi, comme étant donc un processus d'amélioration dans la société des personnes en situation de handicap par l'amélioration de l'accès. Attention, donc, l'inclusion, ça va porter plutôt sur la collectivité et les services qu'ils mettent à la disposition
de la population. Hein, quand on parle d'inclusion, si on parlait de participation, ben, on va mettre l'accent plutôt sur les personnes et sur leur capacité ou capacité donc de pouvoir composer avec les structures collectives. Transition inclusive, donc on poursuit. C'est une démarche d'amélioration. Donc, pour nous, ça relève d'une bonne pratique ou d'une des meilleures pratiques d'évaluation. Donc, elle est produite par des opinions d'experts qui se sont penchés sur la question, qui ont fondé leur jugement, soit à partir de recherches empiriques ou de recherches fondamentales, ou encore, ils ont fait l'objet de recherches. Donc, ça épouse les valeurs de notre secteur parce que de plus en plus, bien sûr, depuis 10 ans, on parle beaucoup plus de donner plus de pouvoir d'agir aux personnes, d'aller plutôt vers des services de droit commun, etc. Donc, il faut que ça aille aussi dans ce sens-là et en même temps aussi est transférable. C'est-à-dire que ce qui est dit ici, on va voir dans certains processus, ce qui est dit est transférable pour les autres processus sur les principes qui guident ces processus. Et donc, si vous utilisez le guide ou cette pratique, si elle est bonne ici, elle devrait être bonne ailleurs aussi. Hein? Si elle est bonne à Lille, elle est bonne à Paris, elle est bonne au Québec, elle est bonne parce qu'elle est fondée, en fait, sur des principes universels. Voilà. Donc, en résumé, la transition inclusive, ce n'est pas une simple réorganisation. Monsieur Chapeau, tout à l'heure, de l'association Marie-Moreau de Saint-Nazaire le disait, ce n'est pas qu'une simple réorganisation ou délocalisation des services ou encore une pratique professionnelle qu'on utilise dans différents lieux. Hein, la même pratique dans d'autres lieux, ce n'est pas ça. Elle requiert donc un nombre d'actions planifiées à conforter, donc pour une approche stratégique qui implique toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les professionnels, les décideurs, les personnes, bien sûr, elles-mêmes, les partenaires aussi. Donc, elle repose sur des accompagnements. La transition, faites attention parce qu'il y a toujours ce concept associé à cette transition inclusive. Il n'y a pas que inclusion ou que transition. C'est les deux concepts ensemble. Donc, c'est un vocable, en fait, qui donne tout son sens là, à la définition. Repose sur des accompagnements visant l'autodétermination, bon, la plupart d'entre vous connaissez bien, et la qualité de vie comme résultante, ainsi que sur des structures environnementales souples et adaptées. On dirait maintenant dans les politiques ministérielles, et ce concept avait été développé il y a déjà une quinzaine d'années par une avocate américaine qui travaillait beaucoup dans le domaine comment dire, de donner ou de permettre une plus large liberté aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est elle qui avait développé ce concept d'environnement capacitant à chaque personne donc, qui est là. Au niveau, donc, on va tomber, ça c'est sur les principes de base, hein, sur les fondements qui nous ont permis d'arriver à proposer le guide ATOSTI. Méthodologie, donc voilà, on poursuit. J'aime beaucoup les graphiques pour ceux qui ont pu échanger avec moi lors de formation. Vous savez comment j'aime ces graphiques. Il me semble que ça répond bien là, à ma compréhension pour le moins. Donc, de la recension des écrits dont on a parlé tout à l'heure et des meilleures pratiques et des recommandations de comités d'experts. Hein, c'est les trois gros blocs de documents dont on s'est saisi. On a sorti 339 articles et rapports qui concernaient la transition inclusive. On a pu dégager de ces articles des principes d'action. Il y en avait 9 principes majeurs. Donc, on a pu identifier et décrire de ces principes deux actions devaient être structurées dans le guide. Une première action qui consistait à identifier les processus de l'offre de service. Les processus, c'est-à-dire les démarches et les actions qui permettent d'offrir une offre de service à une population donnée ou à une région donnée. Et d'un autre côté, la préoccupation d'avoir une analyse d'impact de l'offre de service. Vous voyez? Donc, d'analyser en soi comment s'offre le service et d'analyser l'impact qu'a ce service. Et l'impact va mesurer, on l'avait dit tout à l'heure, par l'avis des personnes accompagnées, des proches, des familles, des professionnels, des partenaires. En fait, ceux qui contribuent à maintenir cette offre de service et à lui donner une qualité inclusive. Donc, les processus vont toucher des structures
elles ont des qualités. Les structures, donc la structure d'un processus, c'est qu'on va faire la description du processus, on propose une description dans le guide, on donne des sous-objectifs par rapport à chacun des processus, ensuite on donne nos sources documentaires et par la suite les références scientifiques qui fondent l'ensemble du processus. Lorsque l'établissement ou l'association vérifie la qualité de son processus, s'il correspond vraiment à une transition inclusive, on lui demande d'avoir 4 qualités dans le processus. Un, qu'il soit formalisé. Formalisé, c'est-à-dire qu'il soit connu, qu'il soit écrit sur une forme ou sur l'autre, mais ça ne peut pas être dans le domaine du non-dit. Vous voyez? C'est notre pratique habituelle, mais on ne l'a jamais formalisé. Non, il faut qu'il soit formalisé pour qu'on puisse en prendre connaissance. Deuxièmement, il faut qu'il soit actualisé. C'est beau dire qu'on a un document qui amène certains principes, mais est-ce qu'il est mis en action? Et ça, donc, on le vérifie. Est-ce qu'il est pertinent par rapport à la transition inclusive, par rapport à l'utilisation des services de droit commun? Est-ce qu'au plan éthique, il respecte les normes éthiques ou déontologiques, là, soit des pratiques professionnelles ou encore d'une intervention sociale, d'une pertinence sociale? Donc, chaque processus doit correspondre à ces grandes qualités. Et au niveau de l'analyse d'impact, il y a des indicateurs. Il y a 13 grandes familles d'indicateurs et qui sont regroupés, en fait, sous les thèmes d'autonomie, on parle des personnes, d'autorégulation, donc vous retrouvez aussi autodétermination ici, empowerment ou le pouvoir d'agir, l'autoréalisation et l'intégration physique et sociale. On a retenu cela parce que ça touchait de très près, en fait, au cadre de référence qu'on utilise aussi beaucoup, hein, celui de l'autodétermination et celui de la valorisation des rôles sociaux. On disait, comment dire, la genèse ou la colonne vertébrale, en fait, de l'intégration ou de l'inclusion, ça devrait viser une meilleure qualité de vie des personnes et cette qualité de vie passe par son autodétermination, autonomie, etc., pouvoir d'agir et aussi son intégration physique et sociale avec ce que ça suppose. Donc, on les a décrits et on va voir maintenant comment, avec des exemples, là, ce que c'est. Donc, ça repose sur 9 principes. On a dit, hein, je reprends le schéma puis je l'explique un peu plus. Donc, ces principes, donc, ils visent à supporter, à donner un sens aux efforts consentis, de donner une orientation, hein, en précisant pour une association ou un établissement qui s'engage donc à améliorer ses pratiques et à ce moment-là, donc, à sensibiliser à la fois le personnel, à la fois les autres cadres de direction, les partenaires et les familles, dans le sens qui est voulu par les processus qui sont utilisés. Donc, il y a d'abord des principes, ils sont au nombre de 9, ils se divisent en 4 catégories. Pour la prochaine diapositive, voilà, nature des principes, c'est bien. Donc, 3 principes qu'on a retenus au niveau stratégique. Qu'est-ce qu'une association devrait avoir comme processus stratégique? Ensuite, il y a des processus au nombre de 4 qui relèvent directement du soutien aux personnes elles-mêmes, personnes accompagnées. Il y a un processus qui relève des compétences et prestations professionnelles et un processus qui relève du partenariat. Des principes, ouais. Voilà, ce n'est pas des processus, excusez-moi, là, c'est les principes. Il y a 3 principes stratégiques, etc. Mais il y a plus de processus que ça. Pourquoi 9? Parce que c'est ce qui nous est apparu le plus distinctif possible dans la littérature et aussi parce qu'on avait un souci de pouvoir permettre au guide d'avoir cette qualité d'être pratique, d'être utilisable, vous voyez? Parce qu'on pourrait en faire 40, 50 processus, hein, en subdivisant les processus en des sous-processus. Et on s'est dit, à 15, c'est déjà beaucoup. 9 principes, c'est déjà pas mal. Dans la mesure où on est capable de bien saisir ce qu'on souhaite faire, c'est déjà pas mal. Le deuxième commentaire, c'est que ce guide, on s'est dit d'abord, avant qu'il soit parfait, il faudrait qu'il soit fait. Hein? Dans parfait, il y a fait. Bon, on est d'accord? Bon, si on tente de le rendre parfait, on va en reparler encore dans 5 ans. Maintenant, on va le faire le mieux possible. Et puis ensuite, on pourra retravailler à chaque année à améliorer en fonction de la pratique, ce que les gens nous suggèrent, comment on pourrait préciser un concept ou l'autre ou préciser un processus.
Donc, voilà, l'évaluation des principes et normes, c'est fait. Voilà, processus organisationnel. Un processus, bon, j'en ai parlé, j'y vais rapidement. Donc, c'est une série d'actions qu'on examine qui doivent conduire à l'atteinte d'un certain but qu'on poursuit. Que ce soit dans le domaine de l'énoncé de la vision, par exemple, que ce soit dans le domaine des pratiques professionnelles, que ce soit dans le domaine de la formation professionnelle, que ce soit dans le domaine de la participation des usagers à leur propre planification de parcours pour leur propre vie, mais aussi la planification à propos de l'offre de services, etc. Donc, les processus qui soutiennent donc directement ou indirectement l'action d'une association. Voilà. Ici, processus organisationnel, donc c'est ceux qui touchent plus le, comment dire, c'est mon Siri de téléphone qui me dit d'aller, bon, voilà, il est fermé. Et donc, les processus organisationnels qui vont toucher donc les soutiens, je dirais, que l'organisation se donne en termes financiers, par exemple, pour aller vers la transition inclusive. Il serait anormal qu'une association qui dit qu'il travaille à la transformation de son offre ne transforme pas aussi l'allocation financière qu'elle donne à ses services. Hein? Financer plus de services inclusifs que des services qui sont plutôt exclusifs ou qui ne sont pas intégrés. Donc, la question budgétaire est regardée notamment lors de la sélection du personnel, etc., etc. Donc, il y a des processus et vous devriez avoir, là, je pense, ici dans le diaporama, l'ensemble de ces processus. Sinon, je vous les donnerai de mémoire. Donc, voilà, ils sont connus comme étant en lien avec une ou des dimensions de l'inclusion sociale. Tous les 15 processus touchent un de ces aspects. C'est des processus généraux qui peuvent elles-mêmes, bien sûr, comprendre des sous-processus sans qu'on aille plus loin, puis sont mesurables et quantifiables. Pour nous, c'était important, en fait, comment dire, de passer des simples principes ou des valeurs, qui sont essentielles, bien sûr, là, à aller vers un outil qui soit utilisable au quotidien et qui permette de questionner notre pratique avec des questions très pratiques et tangibles et de pouvoir mesurer l'impact de ces valeurs ou de ces principes. Donc voilà, prochaine. On dit 15 processus. On va voir qu'est-ce que, au niveau des processus de nature stratégique, énoncer la vision, c'est un des processus. Hein? Un établissement, par exemple, qui n'a pas énoncé la vision qui inclut sa conception de l'inclusion sociale et de la participation des personnes et de l'impact de ses services sur l'autonomie et le pouvoir d'agir des personnes, on dit ben, il manque quelque chose au niveau stratégique à cet établissement. Il faut qu'il travaille au niveau de ses valeurs et de ses principes pour le formaliser, le mettre en action, hein, le faire connaître, ce processus-là, et ensuite de le partager avec ses partenaires. Vous voyez, à chaque fois, ça va être la même chose, les 4 grandes qualités pour chacun de ces processus. Ensuite, on dit qu'il faut qu'il y ait une planification de la reconversion des services. C'est beau d'en parler, mais s'il n'y a pas un plan de reconversion calé dans le temps, ben on dit qu'il y a un élément qui manque dans sa façon d'agir au plan stratégique. Troisième, informer les personnes accompagnées, les proches et les partenaires sur l'offre de services à laquelle ils ont participé, mais pour l'ensemble de la population cette fois-ci, comment ça se fait-il? Et déterminer, configurer les ressources de proximité et les soutiens à offrir. En fait, c'est ce qu'on appelle la gamme de services. Quels sont les services inclusifs qui sont offerts par l'association ou l'établissement et à quelles personnes? Et là, ici, bien sûr, que dans ce processus, on va examiner d'assez près la relation entre les besoins exprimés dans une approche dite populationnelle, hein, pour une population donnée, et l'offre de service que je fais. Est-ce qu'elle correspond aux besoins de la population? Et est-ce que la population, en fonction des catégories de personnes là, qui sont touchées, ont contribué aussi à définir cette offre de service? Et est-ce qu'elle continue par la suite aussi à le définir? Et enfin, assurer l'affectation des ressources financières, matérielles et humaines, là, mais ici surtout financières et matérielles, par cette transition inclusive. Est-ce que l'affectation des ressources qu'on a et dont on dispose est faite en fonction de soutenir cette transition vers l'inclusion sociale?
Et ça veut peut-être dire même partager certaines ressources avec des partenaires pour permettre l'émergence de services nouveaux. D'accord? Donc, on dit, ben là, il s'en va vers la transition inclusive. Mais si les ressources financières et matérielles étaient mises plutôt vers des services d'internat, ben c'est sûr que ça ne passe pas, là. On n'est pas dans la transition inclusive. Hein? On est dans un fonctionnement normal. On s'en va au soutien direct aux personnes. Ben ici, soutenir l'expression des personnes accompagnées. Il y a un processus sur ça. Comment on fait pour soutenir l'expression par rapport à différents aspects, son parcours de vie, bien sûr, ou son plan personnalisé, mais aussi comment on fait pour soutenir l'expression des personnes par rapport à la planification de nos services, par rapport à l'évaluation de nos services, par rapport à l'identification de leurs désirs, de leurs projets, qu'est-ce qui est mis en place pour permettre ces souhaits-là, prendre en compte donc les besoins, attentes et avis des personnes, comment on fait pour évaluer ces besoins, avec quel outil, quel instrument, etc. Co-construire la planification du projet de vie, du projet personnalisé avec les personnes, assurer les soutiens à la santé et la sécurité. Ça nous est apparu aussi un processus important, surtout dans le domaine de l'inclusion sociale, parce qu'il n'y a plus 4 murs, il y a plus, donc on est dans des univers qu'on contrôle moins. Donc, assurer par une plus haute compétence des personnes et des environnements, de la santé et la sécurité aussi des personnes, soutenir l'éducation et la formation des personnes accompagnées. Donc, on s'adresse ici au domaine scolaire davantage et à la formation des adultes en cours d'emploi ou d'activité, accompagner à la vie sociale et à la citoyenneté, et enfin promouvoir l'exercice des droits et des responsabilités. Là, il manque peut-être un S ici. Donc, c'est les processus clés qui touchent le soutien aux personnes. Tout à l'heure, c'était les processus clés pour l'aspect stratégique que l'établissement doit déployer. Et maintenant, on va regarder les processus qui touchent plutôt les équipes et les partenaires. Deux processus clés, l'encadrement des équipes professionnelles, le soutien aux équipes professionnelles. Comment s'opère-t-il? Comment on aide les professionnels à devenir plus autonomes, à prendre des décisions, à être plus compétents dans leur domaine, puis accompagner le changement de pratique aussi. On parle bien sûr ici de formation, de supervision, de développement, par exemple, de groupes de référence hein, qui nous permettent d'échanger sur nos bons coups, nos pratiques, etc., dans le domaine. Donc, deux processus clés. Vous me dites, vous pourriez dire, ben, il peut en avoir plus, bien sûr. On aurait pu en avoir 5, 6, mais à chaque fois, ben, j'augmente le nombre de processus à examiner. Et ça fait, c'est beaucoup plus de boulot. On s'est dit, on va commencer avec ça, puis on va voir ensuite qu'est-ce qu'il faut améliorer à l'intérieur des choses. Mieux vaut que les choses soient faites que parfaites au début. Relatif aux compétences des prestations professionnelles, collaborer avec les ressources de droit commun et soutenir le partenariat. Donc, ça implique, bien sûr, que la transition inclusive doit se faire avec des partenaires. On ne peut pas être seul, dire, ben, je fais de la transition inclusive et les autres ressources de la collectivité ne participent pas à mon projet de transition inclusive. Ça ne serait pas possible. Là. On n'est pas là. Maintenant, on peut développer des partenariats sur un ou l'autre des processus, bien sûr, là. Certains processus demandant davantage de collaboration des partenaires. Là, il y a une discrétion là, qui est laissée à l'association et l'établissement. Un exemple de processus, je vais prendre le premier. Ils sont construits de la même manière, les 15 processus. Donc, ici, processus numéro 1, qui est énoncé les principes d'action, les orientations. Au niveau, donc, de ce qu'on demande à l'association, ben, est-ce que vous avez déterminé ou comment allez-vous déterminer et définir la vision et les principes d'action sur lesquels les services aux personnes accompagnées et leurs proches prennent appui? Quels sont-ils? Et ensuite, ben, avec toujours les mêmes qualités. Est-ce que c'est formalisé? Est-ce que c'est actualisé? Hein? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est appliqué? Et là, pour le savoir, ben, on va demander aux personnes qui sont touchées par la vision et non pas à la personne qui a écrit le document, hein, bien sûr. Là, on va voir l'impact de ce processus sur les personnes. Donc, s'assurer aussi que la vision et les orientations telles qu'ils ont été définies garantissent la protection et le bien-être des personnes accompagnées et de leurs proches. Ensuite, donc, d'autres sous-objectifs. On poursuit. Voilà. La co-construction avec les acteurs concernés de cette vision, leurs proches, les professionnels, les partenaires.
la diffusion de la vision et des principes, la mise en place des mécanismes d'évaluation. On termine toujours avec cette phrase, hein, comment allons-nous évaluer la réussite du processus? Avez-vous, on pose la question à l'établissement, avez-vous mis en place ce type d'évaluation qui vous permet de vous ajuster au fur et à mesure de l'évolution des demandes qui vous sont faites? Donc, voilà, ici, il y en a 5. Il y a certains processus qui ont 7 ou 8 questions qui sont posées, d'autres en ont 4. C'est variable selon ce qu'on trouvait comme étant important dans la littérature scientifique. Ça va? Ensuite, le troisième, on demande donc aussi que chaque processus repose sur des sources documentaires. À quoi fait référence le processus qui est analysé ou qui est mis en œuvre? Bien, ici, à titre d'exemple, les lois de 2002 et 2005, entre autres, le projet associatif d'établissement ou de service, les rapports de commission d'éthique associative ou de comité consultatif national d'éthique, les rapports d'évaluation interne et externe, la Charte des droits et libertés. Bon, sur quoi repose votre vision? Vous voyez? Et on veut savoir si ces sources documentaires concourent à soutenir l'inclusion sociale. Ça va? Ensuite, ben, vous avez ici, c'est quelques exemples qu'on a mis là. Vous avez ici des références, qui ont été trouvées, utilisées à partir de la recension des écrits et qui ont soutenu là, les 339 articles qui ont été retenus, qui ont soutenu ces 15 processus pour être capable de ressortir les éléments clés. Donc, relève normalement, donc, ce qu'on dit là, on rentre un peu plus dans la mécanique. On dit que l'établissement qui voudrait l'utiliser se nomme un responsable parce que ça ne peut pas être, comment dire, une fonction là, disséminée sur plusieurs personnes. Il y a un responsable qui va mettre en œuvre, non pas le processus, mais la démarche d'analyse de processus avec des équipes, avec la participation des usagers, etc. Donc, il y a une mécanique à mettre en place pour examiner la question des processus, de bien les décrire, de bien les comprendre dans chacun des établissements, parce que c'est l'établissement lui-même là, qui se charge de faire cette opération. Donc, on poursuit. Ça va. Bon, pour juger de l'adéquation, je rappelle, 4 qualités. Est-ce qu'en bout de piste, ce que les gens nous disent, est-ce qu'on a vérifié que c'était formalisé? Est-ce qu'ils en ont pris connaissance? Hein? On dit, ben oui, la vision est connue. Je dis, ben, parfait. Tous les nouveaux employés cette année, ils en ont pris connaissance comment? Et on va demander aux nouveaux employés, vous connaissez quoi de la vision? Et si la moitié nous dit, ben non, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je pense que c'est ceci ou cela, mais je suis incapable de dire à quel endroit je trouverais cet énoncé de vision, mais je pense que l'établissement a des devoirs à faire hein, pour être capable au moins de formaliser cette action, actualiser pertinence, etc. Donc, je passe rapidement. Et ici, on va demander à l'ensemble des équipes d'évaluer en fonction de critères précis. Si on revient sur la diapositive précédente, on va demander d'évaluer sur une cote de 1 à 10 cette connaissance. 1 à 10 sur la formalisation, sur l'actualisation, au jugement des personnes. On dit, moi, ce n'est pas connu du tout, je coterais 2 parce que je n'ai entendu parler par un autre professionnel, mais pas plus. Ou bien c'est très connu parce qu'on le remarque, c'est à la disposition des professionnels, c'est lu, c'est repris dans certaines rencontres, etc. Ben oui, plutôt vers 9 ou 10. Pourquoi on cote? C'est pour donner une appréciation quantitative à l'organisation, hein, à l'association ou à l'établissement, pour lui dire, ben, ton processus ici, là, ben, il est ou bien assez bien réussi ou moins bien réussi sur telle ou telle qualité. D'après les gens qui ont été consultés, qui sont les principaux, les professionnels, les personnes accompagnées, les proches, les partenaires. C'est eux, en fait, qui sont impactés par cette vision. Est-ce qu'on reconnaît ces qualités dans le processus? Sinon, bien sûr, on va demander aux personnes, vous avez coté 2, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait améliorer? Quelles sont les pistes d'amélioration qu'on pourrait avoir? Donc, le responsable cumule l'ensemble de ces informations qu'il traite donc avec un comité qu'on espère là, multilatéral, si vous voulez, personnes, proches, etc., pour regarder cette opération et faire des recommandations sur la nouvelle offre de service ou l'amélioration de l'offre de service qu'il y a. Donc, c'est un processus continu hein, qu'on opère. Évidemment, on n'est pas en évaluation à chaque année, mais on se donne des temps
pour pouvoir comparer l'impact de nos services. On le compare par l'analyse de nos processus et on le compare par la connaissance des sondages dont on va parler. Ça va? On poursuit. Donc, voilà, on a dit recueillir le degré de satisfaction des personnes en regard de différents indicateurs va être la méthode qu'on a utilisée pour juger de l'impact. Ensuite, prochaine diapositive. Les opinions recueillies, exprimées, les commentaires permettent d'ajuster aux besoins, donc des orientations qui sont prises par l'association ou des façons d'offrir le service ou un service. Ça va? C'est pour ça qu'on va vers des sondages. Et je vous parlerai au plan technique de ces sondages. Il y en a 4. Bien, ça touche les 4 populations dont je parlais tout à l'heure. Il y en a un destiné aux personnes accompagnées elles-mêmes. Il y en a un autre qui touche les partenaires, les professionnels. Et le dernier, aux besoins, là, les personnes de l'entourage, soit la famille ou les proches. Je dis aux besoins parce qu'il y a peut-être, dans certaines circonstances, les adultes qui ne souhaitent pas nécessairement avoir l'avis de leurs parents sur l'offre de services qu'ils ont, pourraient dire, ben non, moi, les proches, les familles, non, j'en ai pas vraiment besoin. C'est possible. Soit. Maintenant, les partenaires devraient toujours être là, les professionnels devraient toujours être là, et les personnes accompagnées devraient toujours être là. C'est juste les familles et autres, là, ça dépend des circonstances qui pourraient être, comment dire, utilisées. Prochaine diapositive. Donc, voilà, ces jugements sont exprimés sur une échelle de 1 à 5. Ici aussi, un peu comme l'échelle de 1 à 10 tout à l'heure, là, c'est un peu semblable. Je fais une note un peu particulière sur le sondage aux personnes accompagnées. Lorsqu'on va faire les sondages aux personnes accompagnées, il faut d'abord s'assurer de la capacité de jugement de la personne. Hein, par rapport à la question qu'on va poser, pour ne pas la mettre en échec aussi, et pour être capable de lui proposer une échelle qui peut lui convenir. Donc, ça, il y a des techniques là, qui existent depuis un bon nombre d'années au niveau de ces sondages. On va procéder de façon dichotomique 1 ou 2, hein, quand le jugement est moins comment dire, nuancé. Quand je dis 1 ou 2, évidemment, on ne donne pas le chiffre. On va mettre une petite boîte, on va mettre une grosse boîte. Et on pose à la question, quelle est la petite boîte ou quelle est la grosse boîte? Ça va? S'il est capable de distinguer, bien, il est capable de faire un jugement, de porter un jugement dichotomique. Donc, et la question, on va la formuler de façon plutôt dichotomique. Si le jugement est plus élaboré encore, bien, on va y aller avec 3 possibilités. Et si un jugement encore plus facilitant là, pour elle, qui est capable d'utiliser, bien, on va aller sur une échelle de 5. Ça va? Et on va toujours traduire pour ces personnes qui en ont besoin en langage accessible pour elles, pour qu'elles puissent porter un jugement. Ça, c'est pour les personnes accompagnées. Donc, il y a des précautions, bien sûr, qu'on va prendre. Et dans ces sondages, donc, je poursuis. C'est la même pour les 4 autres. Donc, on est toujours sur des échelles de 5. On dit, dans les qui concernent donc, pour toi, des 4 sondages. Sondage pour les personnes, il y a 27 annoncés, je reviendrai sur ça. Pour les proches et les familles, il y en a 26. Pour les professionnels, il y en a 30. Et il y en a aussi une trentaine pour les, comment dire, pour les partenaires. Je fais une note pour les 3 premiers sondages. Personnes accompagnées, professionnels et les familles. Les indicateurs qu'on a choisis, 27 ou 26 là, ou 30, là, ben, ils touchent les qualités qu'on recherchait et qui nous ont été données aussi par la littérature. Est-ce que, là, il y a un énoncé qui est donné, est-ce que la cible permet donc de me sentir, si je suis une personne accompagnée, ben, est-ce que c'est moi qui prends la décision ou pas? Est-ce que j'ai le sentiment que je prends une décision ou pas? Vous voyez? Dans le pouvoir d'agir. Je donne un exemple, là. Je n'ai pas la phrase toute faite, là. Et le sondeur ben, va donner une bonne compréhension de la phrase à la personne, hein, pour s'assurer qu'elle répond là, à la bonne question. La même chose, la famille. On va poser la question à la famille, non pas à propos d'elle-même comme famille, mais à propos de la personne, de leur enfant, hein, ou de leur frère ou de leur sœur. Qu'est-ce qu'ils pensent? Pour être capable ensuite de pouvoir avoir une analyse, je dirais, multivariable là, en fonction des sources d'informations pour voir si on va dans le même sens
dans la perception des personnes. Et on ne voulait pas que les sondages touchent autre chose dans le cadre de ce guide que la transition inclusive ou l'inclusion sociale. Donc, on mesure l'impact sur les personnes, sur leur inclusion, etc., par l'avis à la fois des partenaires et à la fois de d'autres. En ce qui concerne les partenaires, c'est quelque chose d'un peu particulier. On va les interroger plutôt sur la qualité du partenariat. Hein? Est-ce qu'on est capable de travailler facilement ensemble? Est-ce qu'on peut prendre en compte dans le cadre de ce partenariat, des aspects ou des projets qu'on n'aurait pas pu faire seul? Donc, voilà des exemples. Là. Il y a 32 indicateurs là, qui touchent les partenaires pour examiner la qualité du partenariat. Et il y a certains indicateurs qui vont toucher aussi l'impact sur les personnes. Donc, voilà. Donc, 4 types de sondages qui vont être analysés. À la lumière des sondages qui recoupent d'une certaine manière les préoccupations qu'avaient les processus de l'offre de service, les équipes qui sont formées dans les associations pour procéder à cet examen peuvent se servir des rapports de sondage, des résultats des sondages et examiner chacun des processus, non pas uniquement en fonction de la façon dont est fait le processus, mais de l'impact aussi qu'a le processus sur les personnes accompagnées, sur les partenaires, sur les professionnels ou autres. Et dans l'analyse de ces sondages, ce qu'on appelle les rapports, on fait ressortir les points importants, les commentaires qui ont été formulés, et on les met en ordre en fonction des processus pour qu'ils soient donc documentés à partir d'un avis qu'on appelle plus empirique, à partir des personnes elles-mêmes. Donc, ce n'est pas juste une analyse en soi là, des processus, mais c'est une analyse documentée à partir de l'impact. Donc, voilà, ça c'est technique, la direction met en place tout ça. Il y a un comité de pilotage qui suit l'opération pour pas que le responsable soit seul sur ça, parce qu'on souhaiterait qu'à la fin, ce n'est pas juste un jugement qu'on veut, on souhaiterait que l'établissement dise, ben voilà, sur telle chose, il faudrait que je m'améliore. Et je pourrais m'améliorer avec un plan d'action. Voilà mon plan d'action pour la prochaine année ou les 3 prochaines années pour améliorer ceci ou cela à partir de ce qui a été dit. Ça permet de dégager des consensus, ça permet de faire participer les personnes qui sont directement concernées par l'offre de service. C'est ce qu'on a appelé le responsable, le GRP. Il fallait bien avoir ces types d'abréviations. Ça va, on va passer rapidement, c'est moins intéressant pour nous ce matin. Donc voilà, on dit évidemment dans les consignes, mais ça sera lors des formations, on en parlera, des représentants des différentes catégories pour accompagner ce responsable-là pour donner son avis. Donc, et pour chaque processus, bon, il y a des synthèses, des évaluations, des qualités qui sont faites, qui sont dégagées à partir de l'analyse de ce que les gens vivent et de la pertinence des processus et aussi à partir des impacts. Pour être capable, donc, j'y vais globalement, c'est bien sûr un peu plus loin de votre pratique professionnelle, généralement, ces démarches qu'on appelle les démarches qualité, celles-ci visant la transition inclusive. 3 types de formations sont proposées, qui sont maintenant très détaillées. Donc, Campus Formation peut-être en fait la publicité, je ne sais pas trop peut-être, mais donc qui sont prêts. La première journée, en fait, formation initiale au guide, ça c'est l'appellation plus correcte au plan politique. Moi, je les ai appelés pour les curieux. Êtes-vous curieux? Ben, si vous êtes curieux, une journée, bon, on va s'en parler. Vous devriez être moins curieux à la fin de la journée. Vous devriez savoir comment fonctionne le guide. Ça ne veut pas dire qu'on a développé les habiletés, mais on sait comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça fait, d'où ça vient, dans le détail. Ce matin, on a fait, ou cet après-midi plutôt, on a fait que l'essentiel de survol du guide. Une deuxième formation de 2 jours, bien ça, c'est pour les coordonnateurs. Vous voulez l'utiliser, vous voulez développer des habiletés, bien on va parler des technicalités, de la méthodologie aussi d'application, en plus de parler des orientations de ce guide. Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Mais ensuite, comment on va mettre en place ces comités de travail? Combien de comités de travail, etc. Bon. Et être capable d'arriver à la fin de la formation avec une proposition de calendrier selon, évidemment, la nature de l'association qui veut l'utiliser. Et là, ça va être en France très variable d'une association à l'autre, selon la grandeur de l'association,
selon le nombre de personnes accompagnées, selon le nombre de types de services, etc. Et enfin, donc ça, c'est ces 2 jours. Je dis, ben, je veux utiliser. Je dis, regarde, il y a 2 jours, on va pouvoir se parler, on va avoir des exemples. Vous allez travailler sur des cas pratiques, concrets, pour porter des jugements et on va en discuter des jugements que vous allez porter pour vous guider. La troisième formation, c'est de dire, ben, vous avez du temps consacré, vous avez été directeur ou d'établissement ou d'association, vous avez fait partie de la direction, des cadres de direction, et ça vous intéresse d'accompagner des établissements en termes de conseils pour conseiller les coordonnateurs ou conseiller la direction dans des façons de faire, dans des questions qui vont se poser sur des thèmes qui sont utilisés, sur des réactions, sur l'analyse des sondages, etc. Donc, il y a des conseillers dont la formation est de 3 jours qui sont déjà ces personnes-là qui ont ou été ou qui sont déjà en démarche de transition inclusive. Je prends l'exemple de M. Chapeau tout à l'heure. C'est une association qui travaille depuis plus de 5 ans ou 6 ans vraiment vers la transition inclusive, tant pour les enfants dans le domaine scolaire avec des écoles régulières, etc., que dans le domaine du travail régulier, dans l'intégration du travail là, régulier et même dans le développement, je dirais, d'une offre de services là, pour les personnes adultes qui peuvent posséder même leur propre commerce. Ils sont aidés donc à développer en groupe, en association, à développer ce type comment dire, de service sur l'angle du pouvoir d'agir. Et donc, voilà, je pense qu'on est arrivé pas mal à la dernière diapositive. Donc, ces 3 formations. On espère, juste à titre complémentaire, bien sûr qu'avec l'utilisation, il sera possible, là je parle comme chercheur, il sera possible d'avoir des données sur les sondages qui vont qualifier un peu les processus, qui est des recommandations. Il serait possible, de façon non nominative, sans savoir qui a répondu, de pouvoir comparer des résultats d'une association à l'autre ou d'une région à l'autre, pour voir quelles sont les préoccupations, quelles sont les réussites, quels sont les chemins à parcourir, etc. Ça peut être intéressant pour des établissements de pouvoir aussi se comparer. On n'est pas là actuellement, on n'en a jamais parlé, mais je sais que comme chercheur, c'est des banques de données qui sont extrêmement intéressantes. Un grand merci à Cécile, que je ne veux pas oublier. Dans les remerciements, il y a plusieurs personnes, mais Cécile a travaillé beaucoup sur l'amélioration de la présentation du guide de Tosti, suggestions, corrections, travail incessant avec la personne qui s'est occupée du graphisme et de la présentation d'une facture, si vous voulez, qui est tout à fait professionnelle en bout de piste. Et François l'aurait probablement souligné avec une préface écrite volontiers par Mme Cluzel, donc la ministre responsable des personnes handicapées, au secrétariat d'État. Donc, voilà. Merci Daniel pour cette présentation toujours aussi précise et concise dans un temps impeccable. Il nous reste un peu moins de 30 minutes pour passer aux questions, si vous en avez. Alors évidemment, c'est une présentation synthétique, il faut prendre un peu de temps pour rentrer dans le guide. Moi, je dirais aussi que c'est un outil parmi d'autres. Il existe plein d'autres outils sur la transformation de l'offre. Celui-là en fait partie. Certains établissements ont été accompagnés également sur du design de service pour passer sur le comment, c'est-à-dire comment on transforme l'offre de service. Le support de présentation pourra tout à fait être disponible et je pense que Cécile pourra peut-être le renvoyer aux participants. Il y a aucun problème là-dessus. On peut démarrer. Quelqu'un aurait une question? Ou une remarque, pas forcément une question, ça peut être une remarque également. Alors, on n'est qu'entre nous, il n'y a que des gens du GAPAS, il n'y a pas de gens extérieurs. Peut-être je le reprécise. Et ce que vous allez dire ne sera pas retenu contre vous. On est en famille. Oui, voilà. Ou bien quand
quand il n'y a pas de questions, ou bien ça a été très clair, ou bien c'est très confus. On ne sait pas trop quelle question poser. Bon. Charlie? Bah, moi, je veux bien. Moi, Ouais. Marie, Bah, déjà, merci pour cette présentation. Ça permet vraiment de rentrer dans la logique du rapport et on voit que, effectivement, comme François, tu le disais, il y a besoin de prendre le temps de bien rentrer dedans et d'en mesurer tous les enjeux et toutes les dimensions. Est-ce qu'en termes de communication, est-ce qu'on a déjà des retours d'autres structures qui seraient intéressées, qui nous demandent des précisions sur cet outil? Et est-ce qu'on a prévu une diffusion comment dire, concomitante à la fois en France et au Québec? En communication, Cécile, je te laisserai peut-être en parler. En tout cas, les premiers retours que l'on a, ils sont très positifs parce que ce qui est intéressant avec le guide, c'est qu'il vient poser des définitions autour des concepts pour plus que ça fasse débat parce que dans certaines commissions, à certains endroits, on est toujours en question de savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire la transition inclusive, etc., etc. Là, au moins, les choses, elles sont posées et actées et on peut passer à autre chose. Donc les retours sont plutôt positifs. Après, j'ai eu des remarques sur le fait qu'il serait intéressant d'avoir des exemples, par exemple, comme ce qu'il existe dans des recommandations ANESM ou HAS. Alors en même temps, je répondais que ce n'était pas non plus une recommandation ANESM ou HAS et que on était d'abord sur les écritures autour de principes et de processus. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est une version 1 du guide et que l'année prochaine ou dans quelques mois, on pourra l'alimenter en fonction des retours que l'on aura des utilisations de ce guide. L'idée, c'est pas que ce soit figé dans le marbre, mais que ça puisse évoluer. En termes de com, Cécile? Alors peut-être pour compléter, dire qu'effectivement, on a lancé le guide il y a quelques semaines en ayant la volonté de le lancer à plusieurs niveaux. D'abord à l'interne, parce que François et Daniel l'ont exprimé, il y a plusieurs parties prenantes à ce guide. C'est le fait vraiment d'un travail entre plusieurs associations et Daniel et le CNEIS au Québec. Et donc, on a communiqué auprès des parties prenantes, puis à l'interne dans les organisations qui ont contribué. Et puis après, on l'a diffusé très largement à l'externe avec tout de suite des retours très positifs d'organisations qui manifestaient un grand intérêt. Et on a souhaité aussi prendre le temps de bien laisser la communication autour du guide en tant que tel se mettre en place, les associations se l'approprier, les organismes de manière aussi très large. On a voulu faire une communication aussi ample parce que Daniel l'a bien expliqué, ce n'est pas un outil qui est destiné uniquement aux organismes médico-sociaux ou uniquement du secteur même sanitaire et médico-social, mais plus large que ça. On peut aussi s'en emparer quand on est une organisation du droit commun. Donc, on a aussi imaginé la communication dans ce sens-là. Et dans un deuxième temps, de pouvoir communiquer sur tout l'aspect formation qui vient soutenir l'appropriation du guide et que Daniel a détaillé à la fin de la présentation. Et donc là, dans la foulée de ce webinaire, on communiquera sur le livret de formation, une offre qui a été donc co-construite par Daniel et le CNEIS avec Campus, qui pourra du coup déployer tout cet aspect-là en l'adaptant aussi aux besoins des uns et des autres. Voilà. Avec vraiment toujours cette volonté d'avoir une communication très ample. On va aussi pouvoir travailler en lien avec les médias là-dessus pour lui donner davantage de retentissement et que l'information soit très largement diffusée. Au niveau du Québec, Daniel? Oui, c'est ça. Je compléterai peut-être, puis je vais revenir, François, pour le Québec. Je dirais qu'aussi qu'on est à la fois dans une offre de formation, hein, on a parlé des 3 jours, mais à la suite, le GAPAS devra aussi mettre en place tout un système pour accompagner les établissements. Vous voyez? Les conseillers, bien, il faudra les regrouper, ça sera un groupe de référence. Il faudra négocier avec les associations du type d'aide dont ils ont besoin, vous voyez un peu. Donc, il y a là quelque chose à organiser dont j'ai discuté déjà hier avec Julien et qu'on va revoir aussi avec Nathalie pour voir quelles propositions on pourrait faire, quelles propositions on fera à la direction là, au GAPAS pour pouvoir articuler cet aspect-là d'accompagnement des associations aux besoins.
il y a plusieurs, comment dire, plusieurs aspects là, à considérer. Et les exemples, on va les travailler beaucoup dans les formations, à la fois aux coordonnateurs et aux conseillers. Évidemment, je pense que lors des présentations, les gens auraient voulu avoir des exemples très concrets, déjà réalisés. On vient juste de publier le guide. Pas facile d'avoir les exemples avant d'avoir le guide. Pour le Québec, en fait, on vise deux actions. Déjà, au mois de février prochain, on rencontre le ministre de la Santé, M. Dubé, ici, parce qu'il est préoccupé, ici, il est préoccupé plus par la COVID que par le guide, pour l'instant. Plus tard, ça serait peut-être autre chose. Mais donc, pour voir le type d'accueil que le ministère va réserver, je pense qu'il va être assez fort, d'autant plus que la ministre chez vous a déjà signé la préface. Donc, politiquement, c'est très aidant. Et aussi une démarche parallèle pour nous vers le fédéral. Vous avez la chance d'avoir qu'un seul gouvernement national. Nous, on en a deux. Donc, on a comme la Suisse, hein, avec les cantons et le fédéral. Donc, on a aussi le fédéral. Et j'entends agir, je pense, au début, plus fortement avec le fédéral, qui a déjà des commissions bilatérales avec les provinces et tout ça, pour que ce soit le fédéral qui soutienne, donc pan-canadien, qui soutienne notre action de déploiement donc, au Canada. Donc, c'est l'option, puisqu'on est sur une AES, donc une organisation pan-canadienne, francophone. Ça, c'était les deux caractéristiques qu'on voulait, qu'elle soit à travers le Canada, mais de nature francophone, et donc de rassembler l'ensemble des francophones, chercheurs, praticiens dans le domaine de l'inclusion sociale. Et il y en a quand même beaucoup. Et donc, voilà, pour le Québec. À venir, au courant de l'hiver, on voulait d'abord avoir le guide. On voulait voir quelle acceptation il y aurait, que ce guide pourrait avoir en France. Et ensuite, donc, vers le Canada et le Québec, les deux. Et ici, vous comprenez que c'est toujours un peu, il faut, comment dire, y aller délicatement, politiquement, pour ne pas laisser le Québec de côté, ni le fédéral de côté à chaque fois qu'on fait une démarche avec l'un ou avec l'autre. C'est toujours ça. On a des conseillers sur ça là, qui vont nous pister. Voilà. Merci Daniel. Marie, tu voulais intervenir? Marie. En fait, ce n'est pas une question parce que je crois que c'est un peu trop tôt pour avoir des questions, parce qu'il va falloir un petit temps pour s'approprier le texte qui est dense. Mais c'est plus une réflexion de se dire comment on va articuler aussi, nous, ce qu'on trouve dans le guide et puis ce qu'on est en train de mettre en place avec le cabinet conseil avec qui on travaille. Et donc, comment on va articuler les deux, en fait. Et ça va demander tout un travail de réflexion entre nous et puis et avec le cabinet conseil, je pense. Donc, c'est plus une remarque parce que c'est un peu tôt pour avoir des questions déjà. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des remarques? Je vais peut-être en profiter pour vous apporter une précision. À certains d'entre vous, j'en ai parlé et aussi par écrit. On va aussi faire une version imprimée du guide. Pour l'instant, on l'a diffusé au format numérique. Et François l'évoquait, on va avoir, c'est un support qui va vivre et qui va peut-être s'enrichir à l'avenir. Mais on a une première édition, donc là qu'on a communiqué par voie numérique. Et on a fait une première impression que vous allez recevoir dans les services à hauteur de quelques exemplaires. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu disais, Marie, pour l'appropriation, je pense qu'avoir l'objet aussi et le faire circuler au sein des équipes, auprès des personnes accompagnées, pourquoi pas auprès des familles aussi, ça peut permettre d'avoir un support à l'échange et à la réflexion déjà à travers le support imprimé. Voilà, je pense qu'on en a prévu une dizaine par établissement, mais on peut en commander davantage si besoin, sans problème. Bon, écoutez, on va conclure peut-être ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ou de questions, merci Daniel pour cette présentation. Merci également au service com pour la préparation de ce webinaire et puis sur toute la partie logistique.
Il y a un gros travail qui est mené maintenant au niveau de campus également pour informer sur les propositions de formation. Donc, on va recevoir les infos là dans les prochaines minutes. À très bientôt et puis bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, je peux dire au revoir. Voilà.